BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous recevons un invité exceptionnel aujourd'hui, Thomas Piketty. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim avec sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et puis Alexandra Paget pour revenir sur un livre marquant des 30 dernières années. N'oubliez pas nos réseaux sociaux. Alors si vous voulez tout savoir sur l'émission, retrouver la liste des livres, etc. Vous allez sur Instagram, vous aurez exactement tout, vous aurez des extraits de l'émission. Et puis bientôt, ce sera sur les autres réseaux sociaux. On y travaille, on vous le promet. On démarre tout de suite avec notre invité. Qui vote pour qui ? Et pourquoi ? Quelles sont les grandes lignes de fracture géographique, professionnelle, patrimoniale qui expliquent les différences de sensibilité politique des Français ? Comment les clivages ont-ils évolué au fil des années ? Quelles leçons tirées de ces évolutions pour le futur ? Quelle politique les Français sont-ils prêts à plébisciter ? Toutes ces questions sont au cœur du nouvel ouvrage de Thomas Piketty et Julia Cagé. Bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Thomas, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et professeur à l'École d'économie de Paris. Et vous publiez donc avec Julia Cagé cette histoire du conflit politique, élections et inégalités sociales en France. Alors d'abord, c'est un peu maintenant la signature Piketty, j'ai envie de dire. Pas de grandes fresques sans une compilation inédite de statistiques. Vous l'aviez fait sur vos précédents livres sur les inégalités. Et là, qu'est-ce que vous nous offrez comme matériaux à travailler ? Là, on essaye avec Julia dans ce livre de donner 2 siècles de recul, donc même un peu plus, puisqu'on remonte aux premières élections pendant la Révolution française, pour essayer de comprendre tout simplement qui vote pour qui, alors et pourquoi. C'est plus compliqué de répondre pourquoi. On essaye de donner des pistes, mais on essaye d'abord dans ce livre de donner des faits sur l'évolution de la structure des électorats. Donc très concrètement, on a été retrouvé aux Archives nationales l'ensemble des résultats de toutes les élections législatives et présidentielles de 1848 à 2022 et 5 des principaux référendums depuis le premier référendum de 1793 sur la Constitution autour de la Première République jusqu'au référendum européen de 2005. Juste pour bien fixer les choses, pour bien comprendre la nouveauté, le ministère de l'Intérieur en France numérise les résultats des élections législatives depuis seulement 1993. C'est-à-dire qu'avant 1993, ça n'avait jamais été fait. C'est-à-dire qu'il y avait des chercheurs qui s'étaient intéressés aux résultats des élections, bien sûr, mais simplement au niveau départemental. Et vous voyez, un département, c'est très grand, un département. Ouais. Ça, vous ne pouvez pas voir qui vote pour qui. Alors qu'avec 36 000 communes, on peut, depuis le 19e siècle, et même depuis la Révolution française pour certains scrutins, vous voyez, comme vous avez 36 000 communes, vous en avez des très petites, des très grandes, des très pauvres, des très riches, des très agricoles, des très industrielles. Donc, toutes les caractéristiques sociales qui peuvent nous intéresser pour comprendre qui a voté pour qui, on les retrouve sur 36 000 communes. Et donc, en allant au microscope, on peut comprendre les transformations de la structure des électorats. Alors, données dont ne disposaient pas forcément les aïeuls de ce livre, que vous citez d'ailleurs. On peut penser au tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République de André Siegfried. On est en 1913. Et puis il y a Paul Bois aussi avec Paysans de l'Ouest. C'était en 1960. Et vous renouvelez finalement l'exercice. Oui, alors nous, on a beaucoup de chance. C'est qu'on peut numériser des données d'une façon dont nos prédécesseurs ne pouvaient pas le faire. Donc André Siegfried, son livre de 1913, il faisait tout ça à la main. Donc il faisait ça. Alors il se contentait de la période 1871-1910, donc les premières législatives des 4 premières décennies de la Troisième République. Il se limitait à la France de l'Ouest, il faisait les cantons et non pas les communes. Et puis surtout, ça n'a pas laissé de traces. C'est-à-dire qu'il y a son livre avec les cartes qu'il avait fait à la main, mais les données elles-mêmes ne sont pas restées sous une forme numérique. Alors que nous, toutes ces données, alors on les met en ligne. Donc il y a un site qui s'appelle unehistoireduconflitpolitique.fr où tout le monde pourra retrouver toutes ces données, pourra retrouver des centaines, en fait des milliers de cartes, de graphiques, et ce qui permettra aux gens ensuite d'aller plus loin, c'est-à-dire de nous contredire. Nous on donne, si vous voulez, un premier aperçu
de ce qu'on peut conclure de toutes ces données, on donne les interprétations qui nous semblent les plus raisonnables pour les faits qu'on met en évidence. On donne des pistes d'évolution pour l'avenir, là c'est encore plus incertain, mais surtout ce qu'on donne à chacun, c'est les moyens d'aller plus loin et de tirer ses propres conclusions. Alors justement, venons-en à vos grandes conclusions. Est-ce qu'on peut mettre en avant des déterminants du vote en France ? D'après ce que j'ai compris, vous dites qu'il y a des déterminants qui sont quand même assez constants, mais à chaque époque, ils ne se pondèrent pas tous de la même façon. Alors peut-être le résultat le plus frappant, c'est que finalement la classe sociale, ou plutôt la classe géosociale, comme on va la détailler dans ce travail, n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui pour expliquer le vote. Donc, quand vous dites classe géosociale ? Alors, classe géosociale, ce qu'on veut dire par là, c'est que si on prend le dernier scrutin, les scrutins de 2022, on explique 70% des écarts de vote entre communes, simplement sur la base d'une part, la richesse économique, ça va être le revenu moyen de la commune, la valeur moyenne des logements, la proportion de propriétaires, et puis aussi l'inscription dans le territoire. Donc c'est là que ça devient géosocial, c'est-à-dire c'est la taille d'agglomération, la taille de commune dans laquelle vous vivez, c'est la structure des professions, employés, ouvriers, les diplômes, parce que pour un même niveau de richesse, donc la richesse, ça va être le premier facteur, mais pour un même niveau de richesse, le fait de vivre dans un territoire rural, dans un territoire urbain, d'être ouvrier, d'être employé, ça va avoir un effet sur le vote. Si on combine ces différentes variables géosociales, on explique 70% des écarts de vote en 2022. Pour fixer les choses, en 1981, qui était une élection emblématique du clivage gauche-droite, on expliquait 50% des écarts de vote, ce qui était déjà très élevé, mais moins qu'aujourd'hui. En 1848, on était à 30%, ce qui était déjà élevé. C'est-à-dire ça a toujours été élevé, la classe sociale, mais ça a augmenté au cours du temps. Ce qui a baissé au cours du temps, c'est le poids du département en tant que tel. C'est-à-dire le département comptait plus en 1848, sans doute parce que les gens s'informaient plus dans la presse locale. Enfin, il y avait plus des déterminants vraiment locaux du vote, alors qu'aujourd'hui, le clivage politique, le débat politique se fait plus au niveau national, sur des chaînes de télévision comme la vôtre ou sur des médias nationaux. Donc, il y a plus une conscience nationale des enjeux. Mais ça ne veut pas dire que le territoire est plus important. La taille d'agglomération, la taille de commune joue un rôle plus important aujourd'hui que jamais, mais de façon comparable dans les différents départements. C'est-à-dire partout, les métropoles, les villages, les bourgs votent différemment. Alors, quand même, la difficulté que vous avez dû rencontrer, c'est que la population des votants, finalement, elle a quand même considérablement évolué. Si on prend les différentes étapes de réduction de l'âge à partir duquel on pouvait voter, si on prend l'introduction du vote des femmes, par exemple, comment vous pouvez finalement avoir des conclusions longues compte tenu de ce bouleversement de la population des votants? Alors on suit toutes ces élections, donc effectivement 1848, vraiment l'introduction définitive du suffrage universel masculin, puis finalement 1944 l'extension du suffrage féminin, donc on suit toutes ces élections. Alors du point de vue de l'importance des déterminants sociaux du vote, par exemple l'introduction du suffrage universel féminin en 1944-45 ne change pas véritablement les choses. Le résultat vraiment le plus frappant, j'insiste, c'est le fait qu'aujourd'hui, finalement, le poids, par exemple, dont on parle beaucoup dans le débat public, le poids des origines, compte relativement peu par rapport aux déterminants socio-économiques. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, on explique 70% des écarts de vote entre communes avec les critères géosociaux, la richesse, la taille d'agglomération, les professions, le diplôme. Si on ajoute à ça le pourcentage de personnes de nationalité étrangère, le pourcentage d'immigrés dans la commune, on va expliquer 3-4% des écarts de vote supplémentaires. On va passer au lieu d'être à 70% des écarts de vote expliqués, on va passer à 72, 73, 74%. Donc ça ne fait pas énormément de différence. Et ça c'est important parce que ça veut dire quelque part que, en fait, ce qui compte davantage, c'est la structure professionnelle, c'est-à-dire le pourcentage d'ouvriers, d'employés, le fait d'avoir des revenus. J'insiste sur ce point, c'est qu'on a des écarts de richesse, de revenus entre communes en France. Pour dire les choses concrètement, vous allez dans une ville comme Roubaix, vous êtes actuellement à 800 € de revenus par mois et par habitant. Ça fait pas beaucoup, 800 €. Vous allez dans le 7e arrondissement de Paris, vous êtes à 10 000 € par mois et par habitant, y compris les enfants, de revenus moyens. Donc pour être à une moyenne de 10 000 €, vous voyez, vous avez des gens au-dessus, des gens en dessous, mais il n'y avait pas beaucoup de gens très bas, parce que pour être à 10 000 de moyenne. Donc quand vous allez comparer
ces écarts de revenus étaient encore plus forts au 19e siècle. Les écarts de valeur des logements sont encore plus forts. Donc quand vous classez vos 36 000 communes des 1% les plus pauvres jusqu'aux 1% les plus riches, vous avez vraiment des résultats très significatifs et qui permettent de faire des comparaisons dans le temps qu'on ne pouvait pas faire avant. Thomas Piketty, plus précisément, est-ce qu'on peut, alors je sais que c'est compliqué, mais brosser finalement une carte de qui vote quoi et où ? Alors aujourd'hui, par exemple, si on prend les dernières élections, un des résultats frappants dans le livre, c'est que le vote Macron ou le vote pour le Bloc Ensemble aux législatives est un des plus bourgeois de l'histoire électorale française. Alors il ne faut pas prendre ce terme de façon péjorative, c'est juste un constat objectif qui est que si on classe les communes des plus pauvres aux plus riches, donc avec comme critère le revenu moyen de la commune, mais on trouve la même chose si on prend la valeur moyenne des logements. On regarde en fait pour chaque candidat et chaque courant politique depuis 1848, et chacun peut le regarder en ligne sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr, vous regardez comment le score du candidat évolue des 1% des communes les plus pauvres jusqu'aux 1% les plus riches en pourcentage de son score moyen. Dans le cas d'Emmanuel Macron ou du Bloc Ensemble aux législatives, au niveau des 1% des communes les plus riches, on va être à 170%, 180%, donc 1,7, 1,8 fois le score moyen Macron au niveau national. Dans les communes les plus pauvres, vous allez être 20-30% en dessous de la moyenne nationale, avec une courbe très très régulière. Si on compare avec des votes, par exemple, pour Giscard, mettons en 81, ou des votes pour Balladur en 93, des votes pour De Gaulle. Ce qu'on constate, c'est que c'est assez proche, en fait, de la courbe obtenue pour les votes pour la droite dans le passé sur la partie haute de la distribution, c'est-à-dire sur les communes les plus riches. Par contre, la particularité du vote Macron, c'est qu'il est vraiment très très faible sur les communes les plus pauvres. C'est-à-dire que dans le passé, les votes de droite arrivaient à quand même rassembler une partie non négligeable, inférieure à leur score national, mais non négligeable du vote des communes les plus pauvres, notamment dans le monde rural. Ce qui a complètement perdu le vote Macron. Vous arrivez quand même à faire des portraits un peu des électeurs types. Vous dites, l'électeur du Rassemblement National, par exemple, c'est qui aujourd'hui ? Alors, le Rassemblement National a un électorat qui est devenu rural et populaire, c'est-à-dire plutôt de communes pauvres du monde rural, ce qui n'était pas du tout le cas au point de départ. Alors c'est un cas très intéressant de transformation complète, c'est-à-dire que dans les années 80, Jean-Marie Le Pen a plutôt un électorat urbain et aisé. C'était aussi le cas de Tixier-Vignancourt en 65. Et puis à partir des années 90 et 2000, vous avez une ruralisation très rapide qui se produit notamment en 2007-2012, où le vote Front National puis Rassemblement National, qui augmentait avec la taille d'agglomération, se met à chuter et devient un vote plus de communes, disons, populaires, souvent d'ouvriers, des bourgs et des villages du monde rural. Notre interprétation, si on regarde vraiment l'évolution dans le temps, qui est très rapide, notamment en 2007-2012, c'est que la droite, disons, classique, notamment sarkozyste, avec les discours sur le Karcher, la racaille, et puis avant ça, il y avait eu les discours sur le bruit et l'odeur de Chirac en 91, ont un peu aspiré la composante la plus urbaine et la plus anti-immigrée du vote FN. Et que finalement, les personnes qui sont restées au vote FN-RN ou qui se sont déplacés parfois vers le vote FN-RN après cette date, sont plutôt des électeurs dont le souci premier n'est pas forcément l'immigration, parce que sinon ils pourraient voter, il y a l'embarras du choix, pour Zemmour ou pour Ciotti, qui aujourd'hui, alors pour le coup Zemmour a un électorat qui est très urbain et très aisé, c'est-à-dire que vous avez des très bons scores dans le 16e arrondissement, et de façon générale, ça monte avec le revenu de la commune, la richesse économique, alors qu'au contraire, le vote RN diminue. Donc il y a vraiment une contradiction complète entre ces deux électorats. Alors vous parliez des campagnes. Alors par exemple, s'il y a bien un endroit où on n'aime pas les écolos, c'est bien dans les campagnes. Oui, qui par contre votent beaucoup pour les partis trotskistes. C'est-à-dire, vous savez, en France, on a ces candidats LO, LCR, qui au contraire sont très très forts dans le monde rural. Donc c'est le contraire des écolos qui sont plus forts dans le monde urbain. Donc oui, il y a toutes ces différences de profil qu'on met en évidence, ce qui je crois n'avait jamais été fait auparavant. Est-ce que si on caricature en disant, il y a plutôt finalement une France qui va bien, qui est la France plutôt qui vote Macron, et puis deux France en colère, avec plutôt une colère des campagnes qui vote plutôt extrême droite, et une colère des villes qui vote plutôt extrême gauche, c'est un bon résumé ou c'est trop caricatural? Alors, c'est un assez bon résumé parce qu'effectivement, il y a 3 blocs et non pas 2 blocs. C'est-à-dire que la particularité, effectivement, de la situation actuelle, c'est que vous avez un bloc libéral central qui est extrêmement favorisé socialement, plus favorisé que les électorats de droite du passé. Donc vraiment un des plus bourgeois de l'histoire de France, en tout cas à ce niveau
d'électorat, quand vous avez 20-25%. Qui sont un peu les gagnants de la mondialisation, finalement. Qui sont clairement les gagnants de la mondialisation, qui rassemblent les électorats les plus favorisés venus du centre droit et du centre gauche, alors que les classes populaires sont divisées entre les classes populaires rurales qui vont voter pour le Rassemblement national, les classes populaires urbaines qui vont voter pour la gauche. Ce sur quoi il faut vraiment insister, c'est que vous avez... c'est une réalité qui est indépendante des origines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer, voilà, c'est les banlieues immigrées votent pour la gauche. En fait, vous avez aussi beaucoup de banlieues ou de métropoles pauvres en France où la proportion d'immigrés ou de personnes de nationalité étrangère est très faible, et beaucoup plus faible que dans d'autres. Et vous avez ce même vote pour la gauche. C'est-à-dire c'est beaucoup plus le fait d'être dans le monde urbain et d'être plutôt des employés que des ouvriers. C'est-à-dire un des résultats frappants du livre, c'est qu'on a retrouvé aujourd'hui un écart de vote entre les classes populaires rurales et urbaines qu'on n'avait pas vu depuis la fin du 19e siècle. Et vous savez, on a souvent cette idée que le monde rural vote plus à droite que le monde urbain. Ouais. C'est vrai, en général, mais pendant une très grande partie du XXe siècle, en fait, pendant l'essentiel du XXe siècle, cet écart était relativement faible. C'est-à-dire François Mitterrand, en 81, a pratiquement le même vote dans les villages, les bourgs, les banlieues, les métropoles, et c'est pas juste parce qu'il a mis une affiche avec un clocher derrière lui. C'est une réalité beaucoup plus lourde qu'on observe pendant l'essentiel du XXe siècle, c'est que le clivage territorial, disons, s'est effacé derrière le clivage social. Aujourd'hui, effectivement, et c'était pas évident comme ça avant de refaire cette recherche, ce clivage territorial entre le vote des bourgs et des villages, le vote des banlieues et des métropoles, a retrouvé un niveau qu'on n'avait pas vu depuis la fin du 19e siècle. Mais justement, c'est ce que vous dites. En gros, pendant quasiment tout le 20e siècle, on a eu un affrontement entre deux pôles, qui étaient le pôle de droite, le pôle de gauche, et vous dites, on retrouve maintenant ce qu'on a connu parfois dans le passé, qui était plutôt la présence de trois pôles, un pôle plutôt libéral, un pôle plutôt socialiste et un pôle nationaliste. Et vous dites, on sent bien, vous le montrez, c'est beaucoup plus compliqué quand on a trois pôles que quand on en a deux. C'est plus compliqué, c'est plus instable, et nous, la conclusion de notre analyse, c'est que ça va sans doute pas durer très longtemps. Et parce qu'effectivement, il y a un précédent historique, et ça qui est peut-être pas très bien connu, c'est que, comme vous venez de le rappeler, dans les années 1880-1890, donc au début de la Troisième République, vous avez effectivement le groupe central qu'on appelle les républicains modérés ou les républicains opportunistes à l'époque, qui est un nom un peu péjoratif qui leur avait été affublé, qu'ils avaient fini par essayer de reprendre de façon positive pour eux-mêmes, et qui regroupait en fait l'ancien centre-gauche républicain et l'ancien centre-droit orléaniste qui se rassemblent finalement au centre, avec à leur gauche des groupes socialistes, radicaux socialistes, qui veulent des réformes sociales, fiscales beaucoup plus ambitieuses, et puis à leur droite des groupes monarchistes, nationalistes, conservateurs, mais qui regroupent surtout un électorat paysan. Et nous, on essaye aussi de réinterpréter ces phases-là en expliquant que c'est pas tant le nationalisme ou le conservatisme qui caractérisait cet électorat, de même qu'aujourd'hui, c'est pas forcément l'ethnocentrisme ou le sentiment immigré qui caractérise l'électorat des bourgs et des villages qui votent pour le RN. C'est d'abord des différences d'aspiration socio-économique. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, vous avez évidemment une grande différence d'aspiration entre les paysans, les classes paysannes pauvres, rurales, qui veulent d'abord accéder à la propriété terrienne, qui ont été souvent déçues par la Révolution française, qui a nationalisé les terres de l'Église, mais en fait les a mis aux enchères souvent au bénéfice des riches urbains. Donc ça a été une grande déception, la Révolution française, pour beaucoup de paysans de ce point de vue-là. Donc c'est pas qu'il y avait un espèce de conservatisme naturel, c'était qu'il y avait une déception et l'impression que les partis socialistes, radicaux-socialistes s'adressaient davantage aux ouvriers urbains, avec l'action syndicale, avec parfois des propositions de nationalisation dans lesquelles les paysans ne se reconnaissaient pas beaucoup. Et aujourd'hui, on a une nouvelle coupure entre le monde des bourgs et des villages, le monde des banlieues et des métropoles, qui, selon nous, doit aussi être analysé d'abord sur le terrain social et économique. Alors justement, votre livre s'appelle « Une histoire du conflit politique ». Les causes des conflits politiques, elles aussi, est-ce qu'elles ont évolué? Est-ce qu'il y a des nouvelles lignes de fracture? Et évidemment, quel rôle jouent les inégalités dans ces conflits politiques? C'est-à-dire que la structure des classes sociales s'est beaucoup complexifiée, s'est beaucoup transformée. Donc au 19e siècle, on avait le monde paysan, le monde ouvrier, avec des aspirations très différentes et des partis politiques qui ont mis très longtemps au cours du 20e siècle pour réussir à convaincre les classes populaires rurales et urbaines que finalement ce qui les rassemblait était plus important que ce qui les divisait. Les partis de gauche, ils sont arrivés, mais ça a pris des décennies, ça n'a pas été simple.
Aujourd'hui, les inégalités en termes de classe sociale ont pris un nouveau tour. C'est-à-dire que les ouvriers qui étaient historiquement beaucoup plus nombreux dans les banlieues, les métropoles que les campagnes, évidemment, sont au contraire devenus aujourd'hui plus nombreux dans les bourgs, les villages, les petites villes que dans les grandes métropoles. Parce qu'en fait, les premières industrialisations ont subi plus vite des désindustrialisations. Et aujourd'hui, vous avez plus d'ouvriers dans les bourgs et les villages qui, eux, pour le coup, ont subi une deuxième vague de désindustrialisation dans les années 90, 2000, 2010 et sont souvent un sentiment d'abandon très fort, non seulement face au manque de services publics dans les territoires, face à des discours écologiques qui parfois ignorent les réalités du monde rural, le besoin d'avoir accès à la voiture individuelle, le besoin d'accès à la propriété pavillonnaire, un peu comme les paysans du 19e siècle qui voulaient d'abord accéder à la terre et qui étaient parfois mal compris par la gauche. Et puis aussi le sentiment d'abandon face à une concurrence commerciale internationale européenne qui a beaucoup plus frappé les emplois ouvriers que les emplois employés. Alors que dans les banlieues et les métropoles, là vous avez plus des emplois d'employés dans les services avec des salaires qui sont souvent encore plus faibles que les salaires des ouvriers. C'est-à-dire ça fait 30 ans en France que le salaire moyen des employés est passé en dessous de celui des ouvriers, notamment du travail émietté chez des personnes qui vont travailler par exemple comme employés dans les métiers du nettoyage, de la restauration, du commerce, du soin, beaucoup de femmes mais aussi des hommes et qui eux continuent de voter pour la gauche. Donc vous voyez, il y a vraiment deux types de classes populaires, mais ce qui se caractérise non pas tant par leurs origines différentes, comme on voudrait le faire croire, mais plutôt par le type de profession et donc le type d'exposition à la concurrence internationale. Mais justement, Thomas Piketty, quand on vous lit, on comprend que finalement, il y a un réservoir peut-être plus important qu'on le pense de voix pour la gauche, mais clairement, on sent que vous avez une sorte de nostalgie presque de la gauche à l'ancienne, c'est-à-dire de la gauche qui est finalement, qui va se focaliser sur les rapports de classe et pas de la gauche qui va se focaliser sur les combats intersectionnels, minoritaires, portés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, vous dites la gauche un peu à l'ancienne, elle a potentiellement un avenir, alors qu'aujourd'hui, elle ne pèse quasiment plus rien finalement dans le corps électoral. Ne soyez pas, non, il ne faut pas être caricatural et il ne faut pas forcément opposer les différentes choses parce qu'il y a aussi des nouvelles réalités, par exemple de discrimination face à des populations issues de l'immigration qui sont des réalités qu'il faut prendre en compte sur l'accès, mais il faut le prendre en compte de façon concrète sur l'accès au logement, l'accès à l'emploi. C'est-à-dire le problème, c'est pas d'en faire des slogans, des discours sans issue, mais de voir très concrètement, dans des propositions concrètes, comment on peut lutter d'un point de vue social face à ces réalités. Mais vous avez raison que moi, je suis nostalgique d'une époque de la bipolarisation gauche-droite où le clivage social l'emporte sur le clivage territorial et sur le clivage identitaire. Oui, à chaque fois, c'est là qu'il y a eu le plus de progrès sociaux. Oui, parce que le problème avec la tripartition, si vous voulez, il y avait le même problème à la fin du 19e siècle, c'est l'absence d'alternance démocratique. Moi, vous savez, il y a 3 blocs actuellement de taille à peu près comparable. Donc le bloc de gauche, c'est quand même un tiers des voix aux dernières élections. Moi, j'ai plutôt tendance à voter pour le bloc de gauche. Mais moi, je suis surtout un militant de l'alternance démocratique. C'est-à-dire, je ne dis pas que la gauche doit être tout le temps au pouvoir. Je pense qu'on doit avoir la gauche, la droite, la gauche, la droite. Ça doit alterner. Et c'est ça qui a fonctionné au cours du XXe siècle et qui a permis de développer le pays, tout simplement de développer la sécurité sociale. Alors que la tripartition, si vous voulez, à la fin du XIXe siècle comme aujourd'hui, c'est souvent un bloc central qui dit voilà, c'est moi ou le chaos, et c'est cette absence d'alternance démocratique qui est compte tenu du portrait assez fin que vous faites du corps social. Quelle politique les Français sont-ils prêts à plébisciter aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des signes dans votre livre, des éléments de réponse à cette question ? Et comment dénouer les multiples blocages aujourd'hui qui paralysent la société française ? Je pense d'abord qu'il y a un besoin, il y a une demande de services publics, de justice sociale, d'accès à l'emploi, au logement, au transport, aux maternités, aux IUT, qui dans le fond est beaucoup plus importante que les petites querelles sur l'identité et sur l'immigration dont nous abreuvent beaucoup de responsables politiques par paresse tout simplement, mais qui n'intéressent pas les Français. Vous savez, si les Français étaient passionnés par ces questions d'immigration et d'identité, on aura une participation électorale de 90%, parce qu'il y a l'embarras du choix sur le marché politique de ce côté-là. Sauf que la participation n'a jamais été aussi faible. Donc si vous avez une participation qui a chuté à ce point-là, c'est que cette focalisation du débat, en fait, n'intéresse pas beaucoup d'électeurs qui ont d'autres préoccupations. Alors, nos conclusions pour la suite, c'est de dire que le bloc de gauche a peut-être plus de possibilités
que ce qu'on prétend parfois pour reconquérir l'électorat populaire rural. Et pour nous, c'est très important. C'est-à-dire, tant qu'on aura cette coupure entre l'électorat populaire urbain et l'électorat populaire rural, le retour à la bipolarisation gauche-droite va être très difficile. Donc, il y a la question des abstentionnistes, évidemment, du monde urbain et du monde rural, mais il y a aussi le vote populaire rural qui, selon nous, peut être en partie reconquis par la gauche, si la gauche s'intéresse davantage aux services publics en zone rurale, aux questions d'abandon face à la concurrence commerciale européenne et internationale. Et là, il faudra des décisions unilatérales importantes. Moi, je suis pour qu'on ait des solutions au niveau européen, mais on ne peut pas attendre les solutions au niveau européen. C'est pas que ce soit facile pour le bloc de gauche, mais un des résultats de notre livre, c'est que chacun des trois blocs a beaucoup de contradictions. Le bloc central est un des plus bourgeois de l'histoire. Le bloc de droite nationale, si vous voulez, à part le discours anti-immigré, vous avez d'un côté un électorat populaire rural du RN, un électorat urbain hyper privilégié, ultralibéral pour Zemmour. Quand il s'agira de voter un budget ou une politique sur les retraites, vous voyez, les incohérences sont beaucoup plus fortes encore que sur le bloc de gauche. Donc ça va être compliqué, mais la rebipolarisation gauche-droite est finalement la solution peut-être la moins compliquée dans ce paysage chaotique. Merci beaucoup Thomas Piketty. Je rappelle votre livre donc avec Julia Cagé, une histoire du conflit politique, élections et inégalités sociales en France depuis 1789. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.